Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de regarder ce programme Entretien avec. La présidentielle de 2005 à de 2025 a laissé des traces profondes au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Entre invalidation de la candidature de Maurice Kamto, le président national, les divisions apparues autour de la stratégie du parti, les soutiens de certains militants à d'autres candidats de l'opposition, en l'occurrence Issa Tirma Bakari, les exclusions de plusieurs cadres et militants et les critiques portant sur le fonctionnement interne du MRC, c'est dire que le parti traverse une période de remise en question. Pour répondre à cette situation, le MRC a créé une commission ad hoc de clarification et de restauration dont la présidence est assurée par Pierre-Emmanuel Bignam. S'agit-il d'un processus de recadrage, d'une vaste opération de reprise en main ou d'une campagne d'épuration politique des voix dissidentes internes? Le MRC est-il plus uni aujourd'hui ou plus fragilisé qu'avant la présidentielle? Et quelle place entend-il occuper désormais dans le nouveau paysage politique camerounais? Pierre-Emmanuel Bignam, secrétaire général adjoint du MRC, et je l'ai dit, président de la commission ad hoc, est donc l'invité de ce soir. Pierre-Emmanuel, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le député Tongo. C'est un honneur pour moi, une fois de plus, d'être invité sur ce plateau. L'entretien avec est une émission qui s'inscrit dans la mémoire collective comme étant un moment d'échange sur les questions d'actualité politique, aussi sur les questions d'actualité économique et sociale de notre pays depuis des lustres. Et donc c'est un honneur pour moi de représenter une fois de plus le mouvement pour la renaissance du Cameroun lors de cette émission. Je vais profiter de cette tribune pour renforcer et renouveler notre solidarité à l'endroit de nos amis politiques qui continuent d'être incarcérés dans les prisons du Cameroun, tout simplement parce qu'ils ont exprimé un droit constitutionnel, parce que la Constitution du Cameroun a prévu et a légalisé les manifestations publiques dans le cadre des libertés d'expression. Donc nous leur renouvelons notre solidarité ainsi qu'à l'endroit de leur famille. Pierre-Emmanuel Bignam, le MRC est-il en crise? Le MRC, on ne peut pas parler de crise actuellement parce que pour parler de crise, il faut questionner le fond. Il n'y a pas un débat de fond qui puisse nous amener à parler d'une crise en ce moment. Quand je parle de débat de fond, je fais allusion par exemple aux situations comme par exemple l'idéologie du parti. Est-ce que l'idéologie du parti est contestée? Je dis non. Est-ce que la stratégie du parti est contestée? Je dis non. On interroge également les personnes. Est-ce qu'il y a une contestation au niveau de l'idéologie du parti? Je dis non. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de qui dirige le parti? Je dis non. Est-ce qu'il y a des dissensions internes, par exemple des exclusions massives ou encore des démissions en cascade? Non. Donc quand on convoque tous ces éléments, on ne peut pas conclure, on peut conclure qu'il ne s'agit pas d'une crise. Mais c'est une passe difficile, on peut appeler ça, qualifier ça de zone de turbulence que le parti est en train de traverser, comme toutes les formations, la plupart des formations politiques. À un moment donné de leur marche vers le progrès, vers le développement, vers l'émergence, ainsi de suite, et toutes les autres organisations. C'est pour cela que les organisations qui se veulent sérieuses ont souvent mis sur pied des mécanismes qui leur permettent de se réinventer et d'avancer. D'accord. Voilà. Pourquoi le MRC a-t-il donc jugé nécessaire de mettre sur pied la commission dont vous êtes le président, la commission de clarification et de restauration après l'élection présidentielle 2025? Il faut déjà dire que
le MRC a traversé ou traverse une période très difficile dans son évolution et dans son fonctionnement comme parti. Cette période difficile a commencé précisément à partir du moment où le régime de Yaoundé a décidé de façon barbare d'éliminer la candidature de Maurice Kamto, qui était le candidat du MRC à l'élection présidentielle. Ça a été un choc, M. Dipita. Dire que cette actualité ne nous a pas, ou cet événement ne nous a pas marqué, nous avons été profondément marqués par l'élimination de notre candidat à cette course présidentielle. D'autant plus que tous les sondages lui donnaient largement vainqueur de cette élection, que ce soit les sondages au niveau national ou à l'international. Alors, ça a été un choc. Nous avons pris un coup. Le parti a pris un coup. Vous voyez, j'ai l'habitude de prendre l'exemple d'un boxeur qui est sur un ring. Lorsqu'il prend un uppercut ou bien il prend un coup de son adversaire, il s'assoit d'abord. Et c'est ce que le MRC a fait. Nous avons pris un coup. Et du coup, à partir de ce moment, jusqu'au retour du président national, Maurice Kamto, le parti a connu beaucoup de mouvements, beaucoup de secousses. Naturellement, ces secousses ont été l'objet de, pour les uns, de la déception. La déception que la plupart, certains militants ont connue par rapport à l'élimination de cette candidature. Et puis, il y avait également une volonté manifeste d'en découdre avec le régime. Et ça fait que ces différentes motivations des uns et des autres ont amené certains à poser des actes anti-parti. C'est-à-dire que cette colère qui animait les uns les autres les a poussés à poser des actes qui n'étaient pas de nature à rassurer la cohésion au sein du parti, que ce soit en termes de l'engagement auprès de certains candidats pour l'élection présidentielle, où il y en a qui appelaient aussi, par exemple, au boycott, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça fait que beaucoup de comportements ont été observés et des actes ont été posés ça et là, même au sein des structures de base. Il y a certains militants qui se sont manifestés par une grande indiscipline vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques au niveau des structures de base, au niveau communal, départemental, régional, pas seulement au niveau directoire national. Bref, le parti, les gens étaient désemparés. Donc c'est un sentiment naturel. La déception a causé toutes ces situations-là. Et c'est à l'issue de cela que lorsque le président national s'est porté à nouveau candidat pour revenir au sein du parti, lors de la convention extraordinaire qui s'est tenue le 21 décembre 2025, il a fait la proposition de créer cette commission ad hoc, dénommée la commission ad hoc de clarification des restaurations du MRC. Peut-on dire que... Et elle a été adoptée, il faut donner cette précision aux téléspectateurs, cette commission a été adoptée par les délégués qui ont participé à la convention extraordinaire du parti. Elle a été adoptée dans l'unanimité. Peut-on dire que c'est la phase tumultueuse, la plus profonde que traverse votre parti depuis sa création? Nous avons traversé des crises ou des situations similaires. Je ne peux pas qualifier si elle est la plus sérieuse ou la plus difficile, la plus douloureuse. N'oubliez pas que le MRC et son candidat ont été également l'objet d'un hold-up électoral en 2018. Donc, depuis pas mal d'années, le MRC traverse quand même des moments souvent un peu similaires. Au point où, si nous n'étions pas un parti de résilience, nous aurions dû en ce moment déjà avoir rendu les armes. Crise de discipline, de leadership ou stratégique? Bon, on ne peut pas parler de leadership parce que je vous ai démontré dès le départ qu'il n'y a pas une contestation quant à ce qui concerne le leadership actuel au sein du parti.
à part quelques cas isolés. Vous allez certainement citer ces cas isolés ici. Mais dans l'unanimité, dans la majeure partie des cadres et militants du MRC sont d'accord avec le leadership actuel, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que nous avons envoyé Maurice Kamto en mission. À l'issue du Conseil national du parti, nous avons décidé de lui donner la possibilité de choisir par quelle voie il devait être investi comme candidat à l'élection présidentielle. Et le 9 décembre 2023, il faut également rappeler que Maurice Kamto a été élu à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Par quelle voie? À travers la convention nationale qui s'est tenue au Palais du Congrès. Maurice Kamto a été élu comme président national du parti. Donc il a un mandat de 5 ans qui court encore. Et pendant ce temps, nous l'avons, à travers le Conseil national du parti, nous lui avons donné mandat de choisir lui-même par quelle voie devait être investi. C'est ainsi qu'il allait. Ce mandat de 5 ans que vous lui avez donné lors de la convention, tenait-il compte de sa démission plus tard pour être candidat du Manidem? Il a choisi la voie qu'il a voulu choisir. Et le mandat n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit démissionnaire. En fait, c'est comme si nous lui avons envoyé quelque part en mission. Ce n'était pas une démission dans le sens de vraiment rompre avec les activités du parti ou de tourner le dos au parti. Nous l'avons envoyé en mission pour aller accomplir la mission. Maintenant que ce qui s'est passé, que tout le monde sait, s'est réalisé, passé, il est revenu. Nous avons demandé qu'il revienne finir son mandat. Combien de militants de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025. Combien de militants sont-ils concernés par les travaux de votre commission? Presque tous les militants. Presque tous les militants. Tous sont convoqués, ils sont entendus? Non, entendus, nous ne pouvons pas donner en tant que président de la commission. Vous n'allez pas quand même attendre que je vous donne. C'est-on jamais? Je vous donne. Non, je ne peux pas vous donner le chiffre exact des militants qui sont convoqués. Mais je peux quand même vous dire que par rapport à ce que je lis ça et là dans les réseaux sociaux, où les uns et les autres parlent de plus de 300 convocations tirées, il n'en est pas ainsi. C'est moi qui signe les convocations. Donc je n'ai pas encore signé 300 convocations. Ni envoyé et accusé de réception de 300 convocations. Vous donne un nouveau stylo. Non. Il n'y a pas encore 300 convocations. On en approche, on en est loin. Ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Parce qu'en même temps, la commission mène des enquêtes pour savoir quel militant ou cadre du parti doit être convoqué. Alors, pour faire simple, quel est votre schéma de travail? Comment est-ce que votre commission travaille pour qu'on essaye de comprendre? On a un calendrier qui est clair. OK. Et qui, à partir de la dénomination de la commission, vous pouvez déjà connaître quel est le cahier de charge de la commission. Non, vous avez on parle de clarification et restauration. Ça veut dire que la première chose, c'est que nous cherchons à comprendre les militants et cadres qui sont convoqués à passer devant la commission. Nous les écoutons, puisqu'ils sont l'objet d'un certain nombre pas de griefs en tant que tel. Nous avons mené des enquêtes pour ressortir un certain nombre de comportements et d'actes que les uns et les autres ont posés, que nous qualifions d'actes anti-parti. Alors nous voulons les écouter, comprendre quels ont été les mobiles qui les ont poussés à poser ces actes-là. Dans quelle intention ils ont poussé ces actes-là? Est-ce que c'était pour nuire le parti? Est-ce que c'était une situation de ras-le-bol? Est-ce que c'était une situation de colère qui les a poussés à le faire? Puisque les uns et les autres, il y en a qui évoquent le fait que quand on écoute quand même la plupart, pas des personnes convoquées, mais on écoute quand même certains militants qui ont posé des actes, par exemple, pendant la campagne électorale. Ils se disent qu'ils avaient une seule envie, c'est d'en découdre avec le régime. Leur envie, c'était d'en découdre avec le régime. Donc, il y a des gens qui évoquent ce genre d'arguments. On veut donc écouter les uns et les autres pour comprendre pourquoi et puis échanger avec eux. La commission est une plateforme d'échange et d'écoute. Les gens qui se plaignent, par exemple, qui n'ont pas au sein du parti, il n'y a pas la liberté d'expression et tout, mais la commission, effectivement, c'est un
Comme j'ai dit, c'est une plateforme d'échange. Là, il s'agit de la clarification. C'est un cadre qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer. La restauration va être faite après parce que nous avons un rapport à fournir, un rapport de différentes auditions. Nous allons établir un rapport avec des recommandations que nous allons faire et remettre au président national qui va rendre ce rapport public auprès du directoire national. Et c'est à l'issue de ce rapport que nous verrons ensemble, le directoire national verra, et le président national également, quelle orientation prendre. Ça peut être une convocation, je dis n'importe quoi, d'un conseil national du parti après, ou des consultations auprès des délégations régionales ou départementales pour passer le message. L'objectif, c'est la remobilisation. Ça peut être aussi des censeurs massifs? Non. Chasse aux sorcières? Nous ne sommes pas la commission ad hoc de clarification et de restauration de MRC n'est pas une instance disciplinaire. Je l'ai dit en des termes plus clairs à Jeune Afrique et à d'autres médias. Nous ne sommes pas une instance disciplinaire. Le parti a une instance disciplinaire qui se trouve à chaque niveau, que ce soit à partir des comités, des organes de base jusqu'au sommet qu'on appelle la commission de médiation et d'arbitrage. Elle est au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional et elle est au niveau national. Le fait même de créer une commission comme celle-là, n'est-il pas l'aveu que le parti a peut-être sous-estimé les frustrations créées par l'absence de Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle dernière? Non, on n'a pas sous-estimé. C'était une situation malheureuse. On ne l'a pas prévu. Vous ne pouvez pas prévoir que dans votre pays, où il existe une loi, dans une république, que le gouvernement va violer la loi pour empêcher votre candidat de participer à une élection. Donc, nous avons été victimes de cette forfaiture. Ça n'a pas été prévu. Donc, on n'a pas sous-estimé quoi que ce soit. C'est une situation qui est arrivée. Et le dire aussi il faut dire que les instances qui ont rejeté la candidature de votre président national ont motivé ce rejet. Il n'y a aucune motivation. On a vu la sauvagerie en plein jour. On a vu des hauts responsables, les hauts commis de l'État, dans des ministères comme celui de l'administration territoriale, aller trafiquer le site du ministère pour changer la présidence du parti du Manidem. Enlever le nom d'Anissa Ekane et mettre le nom de M. Yebga. On a vu toutes sortes de barbaries et de sauvageries, des acrobaties qui n'avaient aucune explication rationnelle ni légale. Ministère de l'AT qui l'ont fait. Ils sont en partie responsables de ce qui s'est passé. En fait, c'est une machine qui a été mise en place. Il n'y a pas que le ministère de l'AT, il y a également Elekam qui n'avait aucun mobile lui permettant de rejeter la candidature de Maurice Kamto. Ça en est suivi avec le Conseil constitutionnel. Vous direz aujourd'hui que on ne peut pas prévoir cela. Personne ne peut souhaiter que dans son pays, le gouvernement qui est chargé de veiller au respect de la loi viole la loi. Vous direz aujourd'hui que le MRC est en phase de réconciliation au règlement de compte? Non, c'est la réconciliation. La réconciliation, nous n'avons aucun règlement de compte. Aucun. Jusqu'à présent. Alors, plusieurs cadres ont été, pour certains cadres militants, ont été exclus. Sur quels critères repose la décision de sanction, par exemple, d'un militant quelconque? Je ne sais pas, je n'ai pas souvenance de ce que plusieurs cadres militants ont été exclus depuis la période avant l'élection. Je connais un seul cas d'exclusion. Donc, je ne sais pas si d'autres ont été. Je n'ai pas dans ma mémoire qu'un autre cadre militant de MSA a été exclu durant toute cette période. C'est un seul cas. Et tout le monde sait pourquoi ce cas... J'ai peut-être l'occasion de le rappeler. Bon, M. Okala Ebode a été exclu à la suite d'une procédure qui l'opposait à un autre cadre du parti, au professeur Alain Foguet, qui avait saisi la commission de médiation nationale et d'arbitrage par rapport à des outrages et un certain nombre de choses dont M. Okala Ebode l'avait qualifié. Cette affaire a été portée devant la commission. La commission a statué conformément selon les statuts. Donc la commission a statué selon les statuts
D'autant plus que M. Okala Ibodo lui-même a été un ancien membre de la commission de médiation nationale et d'arbitrage. Il connaît les règles de cette commission, comment est-ce qu'elle statue, comment est-ce qu'elle travaille. Alors la commission a été saisie, elle a statué, elle a rendu sa décision. Cette décision a été soumise au directoire national, selon le mécanisme habituel du fonctionnement de la commission et du parti. Le directoire national a donc voté dans l'unanimité cette décision pour l'entériner. Donc il y a un vote qui s'est passé pour entériner cette décision rendue par le Comité national de médiation et d'arbitrage qui travaille sans aucune interférence. Donc c'est à l'issue de ce vote-là que la décision a été entérinée et M. Okala Ibodo son retour à la tête du parti après son adhésion au Manidem de Maurice Kamto a-t-elle pesé dans la décision prise contre lui? Je ne sais pas je ne sais pas si c'est opposé à son retour. Je lis aussi ça et là dans les réseaux sociaux, ses prises de position par rapport à son retour, ainsi de suite. Mais nous n'en avons pas débattu au sein du directoire national. Je ne pense pas qu'un seul jour, on ait ouvert le débat lors d'une réunion officielle du directoire national, autant pour moi, pour questionner ou s'opposer à un éventuel retour de Maurice Kamto au sein du parti. Non, ce débat n'a jamais eu lieu. Donc ça, je peux vous le rassurer. Alors les personnes convoquées bénéficient-elles de garanties de défense permettant de se justifier, permettant à votre commission de faire un travail d'équité, un travail éthique aussi, sans que ils ne repartent, qui s'est peut-être déçu, sans préjugés? La première chose que je vais rappeler ici, c'est que le choix de la nomination des membres de ce conseil n'a pas été fait au hasard. Le fait que le président Maurice Kamto m'ait choisi pour présider la commission est un indicateur suffisant qui prouve que la commission revêt un caractère d'impartialité, de neutralité, et que nous allons travailler sans aucune interférence parce que je suis une personne qui n'est pas manipulable. Ça, vous le savez, vous le savez, et puis beaucoup de personnes peuvent aussi le témoigner. Donc, nous donnons la possibilité à chaque militant ou cadre du parti qui est convoqué devant la commission de s'exprimer, d'expliquer ou de clarifier ce pourquoi nous l'avons convoqué. Pour la plupart même, nous leur faisons savoir l'objet de leur convocation avant même la tenue de l'audition. Donc, avant de se présenter devant la commission, ils viennent ayant des éléments matériels, des preuves matérielles de ce pourquoi nous les avons interpellés. Voilà, donc nous travaillons dans ce sens-là. Tout est transparent. Il n'y a pas de jeu d'échecs derrière les différentes auditions des uns et des autres. Sans pression, sans intervention? Non, aucune pression. Votre commission, je veux dire, est-elle indépendante de tous les autres organes du parti? Oui, effectivement, la commission est indépendante. Et rend directement compte au président? Nous rendons compte directement au président. D'accord. Directement au président. Même le président, je vous rassure, ne se mixe pas dans la gestion au quotidien des affaires courantes de la commission. Non, il ne le fait pas. Alors, comment réagissez-vous face à ceux qui parlent aujourd'hui d'une purge interne visant les voix critiques? C'est-à-dire que pour la plupart de ceux qui ont essayé de critiquer la marche du parti au lendemain du 5 août, en référence au rejet de la candidature de Maurice Kamto, au lendemain également de sa volonté de retour, et surtout même de son retour, il y a eu un certain nombre de voix critiques qui se sont exprimées. Comment est-ce que vous réagissez à ceux qui pensent justement que ces voix subissent aujourd'hui une forme de purge, une forme de, comment on dit ça, de lynchage même public sur les réseaux sociaux pour certains? On peut en citer Willy Mengue, on parlait d'Okala Ibodo et bien d'autres militants du MRC. Vous avez cité 2 cas. Oui, mais je veux dire qu'il y en a plusieurs.
certainement. Oui, on va peut-être ajouter aussi Maurice Kemou. Par exemple. Je vais vous aider. Bon, en fait, les opinions des uns et des autres ne sont pas interdites. Chacun est libre d'émettre ses opinions. Parce que nous sommes un parti où le débat contradictoire est permis. Si un seul jour vous avez l'occasion d'assister à une réunion officielle du directoire national, vous allez comprendre qu'au sein du MSC, on débat. On débat. Parfois, les débats sont souvent houleux, au point où on met la pause, on sort et on revient pour continuer. Sans bagarre, sans rancune après. Donc, je ne sais pas pourquoi certains militants ont pris sur eux d'aller sur la place publique s'exprimer, alors qu'il y a des cadres réglementés au sein du parti qui leur permettent de s'exprimer. C'est leur choix. Parler de contestation sur le retour de Maurice Kamto, je vous ai dit préalablement que ça n'existe pas, M. Dipita Tongo. Parce que auprès d'aucune instance, que ce soit à la base, quand on prend les cellules, les unités, les unités, ce sont les plus petites, c'est la plus petite instance du parti. Elle est composée de 50 membres avec un bureau de 7 membres permanents. Ensuite, vous prenez les fédérations communales, départementales, régionales jusqu'au directoire national. Il n'y a aucune instance qui a ouvert le débat sur le retour de Maurice Kamto au sein du parti. Aucune instance. Au contraire, il y a des motions qui ont été signées pour demander urgemment son retour. Il y a un conseil national du parti qui s'est tenu le 6 septembre et qui a exigé son retour aussi. Comprenez? Et il y a plusieurs situations où les militants ont demandé le retour de Maurice Kamto. Les régions, par exemple la région du littoral 1, avec le régional Massoma, a signé une motion de soutien pour exiger le retour de Maurice Kamto. La région de l'Ouest a signé une motion de soutien pour exiger le retour de Maurice Kamto. La région du centre 1, de l'extrême nord, du nord, plusieurs régions l'ont fait. Le directoire national également a exigé le retour de Maurice Kamto. Je suis pas de motion de soutien, un peu comme au RDPC, motion de soutien à la candidature du président Paul Biya. On ne sait pas comment ça se passe au RDPC, mais nous n'avons même pas besoin de nous inspirer de ce qui se passe au MSC. Nous l'avons fait pour nos raisons personnelles, parce que nous voulions que Maurice Kamto revienne diriger le parti pour terminer son mandat. Alors, quand vous prenez les cas, quand vous prenez dans les cas isolés, comme celui de M. Okala Ebode, ou bien les déclarations que font Maurice Kemou actuellement dans les réseaux sociaux, ce sont des cas isolés. Vous ne pouvez pas. Le directoire national, parmi toutes ces personnes, il n'y a que M. Okala Ebode qui est membre du directoire national. Vous ne pouvez donc pas dire que parmi une soixantaine de responsables du directoire national, un seul se démarque par de telles déclarations et vous généralisez la situation. Non, ça c'est la position d'un seul membre du directoire national. Nous sommes plus de 60 membres. Et donc, on peut qualifier sa position d'une position minoritaire. Elle est même insignifiante. Si on va l'évaluer en termes de chiffres, elle est insignifiante. Vous prenez un sur peut-être 63 membres du directoire. Vraiment, le ratio, c'est 0,00. Donc, dans la majeure partie dans la situation globale, quand on veut analyser la situation globalement sur le retour de Maurice Kamto, le parti dans la globalité, ce que je veux dire, a été d'accord pour son retour. Ça n'a pas fait l'objet d'un débat ou de quoi que ce soit. Quelle limite faites-vous entre l'indiscipline et la liberté d'expression que chaque militant peut avoir? Parlons d'abord de la liberté d'expression. D'accord. Le MRC est l'un des rares partis au Cameroun, sinon le seul parti au Cameroun, qui a institué une commission de médiation d'arbitrage au sein de chaque instance, commençant par la base jusqu'au sommet, qu'on appelle la commission de médiation d'arbitrage. Elle est au niveau local jusqu'au niveau national, directoire national. C'est une preuve que tout le monde peut s'exprimer. Même ceux qui ont des choses à se reprocher ou à reprocher à leurs camarades peuvent saisir cette instance pour aller s'expliquer devant l'instance.
Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième élément factuel qui montre qu'au MRC, il y a la liberté d'expression. Nous sommes l'un des rares partis, sinon le seul au Cameroun, qui tient régulièrement ces réunions mensuelles pour le fonctionnement du parti, qui sont inscrits dans les statuts de notre parti, que ce soit au niveau de la base jusqu'au sommet. Par exemple, nous, au directoire national, nous tenons mensuellement 2 réunions. Nous avons 2 réunions par mois. Ça fait 24 réunions par an. Dites-moi quel parti politique au Cameroun, peut-être à part le SDF au temps de Ni John Fundi, qui tenait le Shadow Cabinet, je crois que c'était 1 fois par mois. Mais le MRC est le seul parti politique qui tient 2 réunions en moyenne par mois, du sommet jusqu'à la base, et de la base jusqu'au sommet. Et durant ces réunions-là, les militants s'expriment. Nous avons des groupes d'expression WhatsApp et tout ça, où nous échangeons également. Les échanges parfois sont Comme il faut dire qu'au SDF, il garde la main. Voilà. Alors partant de ce postulat, on ne peut pas comprendre pourquoi les uns et les autres laissent toutes ces instances-là, au sein desquelles ils peuvent s'exprimer librement, pour aller sur la place publique, dans les réseaux sociaux, s'exprimer. Quand ils vont s'exprimer à propos des affaires du parti, ou des griefs qu'ils ont contre le parti sur les réseaux sociaux, s'adressent-ils aux militants du parti? Parce que les militants du parti, eux, ils ont un cadre réglementaire au sein duquel, ou bien au sein desquels ils s'expriment. Alors, et quand vous partez donc dans les réseaux sociaux, ça veut dire que vous ne vous adressez plus à vos camarades du parti, vous vous adressez à une autre opinion, qui peut être constituée aussi des militants du parti au pouvoir du RDPC. Et donc l'objectif sera d'alimenter et de créer encore plus de, je vais dire que plus d'opposition à travers ces différentes sorties. Alors parlons de la fracture post-électorale, avec notamment le soutien de certains de vos camarades à Issa Tiroma Bakari. Peut-on dire, ou du moins dans les auditions, dans les entretiens, dans les échanges que vous avez dans le cadre de la commission que vous présidez, la commission ad hoc, vous êtes-vous fait une idée de la raison pour laquelle certains militants ont-ils choisi de soutenir Issa Tiroma Bakari? Non, du tout. Parce que c'était un choix délibéré des uns et des autres. Okay. Il n'y a pas que M. Issa Tiroma Bakari qui a été choisi par les militants du MRC. Je me souviens qu'il y en a qui soutenaient la candidature de Bello Boba Maïgari. Il y en a qui soutenaient la candidature de M. Hiram Eyodi, ainsi de suite. Donc, chacun soutenait le candidat de son choix, selon la consigne que le président national et notre candidat à cette élection présidentielle avaient donnée, que chacun vote en âme et conscience. Donc, il n'y a pas qu'un seul candidat qui a bénéficié du soutien de certains militants et sympathisants, et même cadres du MRC. Mais regardons de l'évolution après la présidentielle. Peut-on dire que le soutien à Issa Tiroma constitue-t-il une faute politique, disciplinaire? Déjà, je vous rappelle que ce n'est pas uniquement Issa Tiroma qui a été l'objet du soutien. Et maintenant, jusqu'à date, vous ne pouvez pas me montrer un seul exemple d'un militant, d'un cadre du parti qui a été sanctionné, que ce soit une sanction administrative, que ce soit une exclusion, pour avoir soutenu la candidature de M. Issa Tiroma Bakari. Cela n'existe pas, nulle part. Avez-vous essayé de comprendre? Il ne faut pas prendre en considération des supputations, des allégations, des inepties que les uns et les autres pondent dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas la réalité du tout. Avez-vous essayé de comprendre les raisons pour lesquelles les autres militants, ou du moins certains militants, ont choisi de soutenir d'autres candidats? Évidemment, une fois que la candidature de votre président national avait été rejetée. Il y avait la colère. D'accord. Ça grognait. Il y avait le sentiment de déception. Il y avait la rage d'en découdre avec le régime. Tous ces sentiments s'entremêlaient. Et ça a mené les uns et les autres à se ranger derrière un candidat X ou un candidat Y. Ça, on peut le comprendre. Mais le parti avait clairement rendu public une circulaire le 30 septembre 2025 qui faisait état de ce que nous ne sommes pas en coalition avec un parti politique quelconque ou un candidat
représentant un parti politique quelconque à cette élection présidentielle. Et donc, il était formellement interdit que les uns et les autres embarquent les ressources du parti pour soutenir un candidat quelconque, quelle que soit la campagne qu'il était appelé à mener. Donc, il ne fallait pas amener les ressources du parti, que ce soit les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources informationnelles, les ressources financières du parti, pour soutenir une campagne quelconque. Donc cela a été clair. Et même nos textes du parti le disent. À partir du moment où nous étions en coalition avec personne, on ne pouvait pas le faire. D'accord. Alors depuis la présidentielle... Et je rappelle une chose, M. Dipita, il faut aussi dire que la coalition, ce n'est pas faute d'avoir tendu la main. Avant même la disqualification de Maurice Kamto, avant l'élimination brutale de Maurice Kamto et barbare à cette élection présidentielle, le MRC avait tendu la main à tous les partis politiques de l'opposition pour une coalition. Donc, et même lorsqu'il a été disqualifié, Maurice Kamto lui-même, le candidat éliminé brutalement, de façon barbare et illégale, avait appelé les uns et les autres, ceux qui sont restés en liste. Je crois qu'il y avait 10 autres candidats de l'opposition qui étaient en liste. Il les avait appelés à former une coalition ou des coalitions. Depuis la présidentielle, Issa Tirouma affirme avoir remporté cette élection-là, l'élection de 2025. Quelle est la position officielle du MRC sur cette revendication? Monsieur Dipita Tongo, c'est une question qui revient au sein de l'opinion publique. Et d'aucuns ont ouvert des procès ensorcelés contre non seulement Maurice Kamto, mais le MRC par rapport à cette affaire. Voici ce que je peux vous dire. Premièrement, après le scrutin du 12 octobre 2025, vous vous souvenez que Maurice Kamto avait fait une sortie. C'était pendant la période de crise la période de la crise post-électorale qui a secoué le pays. Dans la sortie de Maurice Kamto, il avait demandé au régime en place de respecter la vérité des urnes. Respecter la vérité des urnes. Ça a été la position officielle du MRC. Nous ne pouvions pas aller plus loin. Parce que le MRC n'étant pas candidat à cette élection, nous n'avons pas participé à cette élection. Nous n'avions aucune preuve matérielle, comme par exemple les procès-verbaux, qui pouvaient nous donner une tendance capable de dire que c'est tel ou tel autre candidat qui est devant, qui est à la première place et qui est deuxième, ainsi de suite. On n'avait aucune preuve matérielle pour faire de telles déclarations. Maurice Kamto demande donc, nous sommes restés républicains et nous sommes restés solidaires à l'opposition et avons exigé que la vérité des urnes soit respectée. Maurice Kamto demande le respect de la vérité des urnes. Aujourd'hui, le MRC a-t-il l'impression que la vérité des urnes a-t-elle été respectée? Quand vous voyez tout ce qui s'est passé, parce que lorsque nous plongeons dans l'histoire des élections présidentielles de notre pays, nous avons connu trois périodes vraiment cruciales où le pays a presque été paralysé au lendemain des élections, d'une élection présidentielle. On l'a connu en 2025 récemment, en 2018 et en 1992. Et quand vous regardez le mode opératoire avec lequel le régime s'est exprimé, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la répression policière comme d'habitude pour réprimer, arrêter arbitrairement, torturer et emprisonner tous les citoyens camerounais qui se sont levés pour revendiquer que la vérité des urnes soit respectée, on peut conclure qu'il y a anguille sous roche. En d'autres termes, le MRC dit que... Non, le MRC ne peut pas dire qu'il y a hold-up ainsi de suite de façon officielle. Je vous ai dit qu'officiellement, nous n'avons aucune preuve matérielle pour faire ce type de déclaration. Mais quand on fait une analyse par rapport à ce que le pays a traversé, la crise post-électorale qui a secoué le pays, on a un droit de dire que, certainement, une fois de plus, on a attrapé la main du régime de Paul Biya dans le sac, parce qu'ils sont habitués à voler les élections et le suffrage du peuple camerounais. Alors, que chacun tire ses conclusions. On observe sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux numériques, un certain nombre de
militants du MRC qui se montrent extrêmement virulents à l'égard de ceux du FSNC. On s'interroge sur cette bataille entre militants, MRC, FSNC. C'est à croire que l'adversaire a changé de... Je veux dire, à croire que vous avez changé d'adversaire, de cible, qui en principe, pour vous en tant que parti de l'opposition, je dis vous deux, en tant que parti de l'opposition, devait être le RDPC. Qu'est-ce qui peut le justifier? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Nier que cela n'existe pas serait malhonnête de ma part. Parce que c'est visible. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une situation malheureuse pour ceux qui se livrent à ce jeu. Parce que, une fois de plus, ce sont des cas isolés. La majeure partie des cadres et militants du MRC n'est pas engagée dans cela. Il faut également déterminer dans une telle situation les acteurs principaux. Les acteurs principaux qui sont mis en exergue ici, ce sont des activistes. Il faut dire que cette situation où ces clashs ont commencé au niveau des activistes, qui pour la plupart sont de la diaspora, qui par le passé ont été des soutiens du MRC, pas en coalition avec le MRC, parce que ce sont des activistes. Ils ont peut-être été pro du MRC, comme par le passé, à un moment donné, ils ont été aussi pro du SDF, ainsi de suite, parce qu'il faut également relever que l'activisme politique de nos citoyens de la diaspora n'a pas commencé avec l'époque, l'ère de l'émergence du MRC. Donc ça a commencé bien avant. Il y a certaines figures bien connues qui ont mené des luttes dans les années 90, pendant les années de Braise au Cameroun, ainsi de suite, qui se sont expatriés, ils ont continué la lutte, je ne vais pas les citer ici. Donc, alors, ils ont commencé des clashs, à ne pas confondre avec les militants du MRC. Il y a beaucoup, dans cette situation, il y a beaucoup d'activistes qui sont au premier plan pour animer ces échanges-là, houleux, sauvages, que je qualifie même de barbares. Le MRC n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Le MRC reste un parti républicain. Nous savons que notre seul objectif, c'est le régime au pouvoir, qui, à travers son appareil répressif, s'est maintenu encore une fois de plus au pouvoir à tous les prix, au prix même d'une centaine de Camerounais qui sont tombés lors de la crise post-électorale de 2025, au prix de plus de 3000 arrestations de Camerounais, au prix des tortures des citoyens. Et il y en a qui continuent encore à tomber. Et récemment, on a 2 cas qui sont décédés à la prison de Kondengui. Donc, nous savons clairement qui est notre adversaire au Cameroun. Nous ne pouvons pas nous embarquer dans des joutes verbales vis-à-vis d'un parti, notre parti politique de l'opposition. Non, nous ne pouvons pas le faire. S'il y a quelques cas isolés qui le font, c'est une situation, comme je le dis, qui est déplorable. Mais le MRC condamne ce genre de situation. Cette querelle ne risque-t-elle pas davantage de fragiliser votre parti et qui c'est de façon plus générale l'opposition camerounaise? Ça ne peut pas fragiliser notre parti, d'autant plus que je vous ai dit que ce sont des cas isolés. La majeure partie de nos militants et cadres ne sont pas embarqués dans ces comportements-là. Non, la majeure partie n'est pas embarquée dans ça. C'est animé par les activistes, comme je vous ai démontré. Vous ne pouvez pas, sur Facebook, empêcher certaines personnes de s'exprimer. Mais les figures de proue du parti, qui sont ceux-là qui incarnent le parti, les membres du directoire, par exemple, les différents régionaux, secrétaires régionaux, les secrétaires des fédérations départementales, comme nous, ainsi de suite, je n'observe, quand je regarde sur la toile, je ne vois personne qui soit engagé dans ce clash-là. En dépit de tout cela, on a quand même pu noter, pendant l'élection présidentielle et bien après jusqu'au résultat, que l'un des cadres du parti, le vice-président Maître Emmanuel Sim, fait partie de ceux qui ont été engagés, motivés, impliqués grandement dans la campagne. On l'a vu danser sur les podiums de campagne de Issa Tiroma Bakari. Ce soutien a-t-il gêné-il
le parti? Non, du tout. Le soutien du vice-président numéro 3, Maître Emmanuel Sim, n'a pas gêné le MRC. Le soutien d'aucun cadre du parti ou militant du MRC à un candidat de l'opposition pour renverser le régime Biya n'a aucunement gêné le MRC. J'ai pu vous le rassurer. Maître Emmanuel Sim continue à assister sereinement à toutes les réunions du directoire national. N'empêche qu'il était convoqué devant la commission ad hoc. Voilà un autre gros mensonge. Ah bon? Qui a été pondu sur la place publique, qu'on appelle trivialement fake. C'est moi qui signe les convocations. Monsieur Dipita Tongo, je vous le dis, la main sur le cœur, que Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC, n'a jamais été convoqué devant la commission ad hoc de clarification et de restauration du parti. Non, je n'ai pas signé sa convocation. Du tout. Il n'a pas reçu, accusé réception d'aucune convocation. C'est un fake news. Mais comme l'opinion publique camerounaise, certaines personnes au sein de l'opinion publique camerounaise se nourrissent tellement des fake news, d'autant plus que ces fake news sont alimentées par le pouvoir en place, par le gouvernement, avec leur armée de cybercriminalité, parce qu'ils ont une armée de cybercriminalité qui pollue les réseaux sociaux. Ce sont des accusations trop faciles, non? Non, ils ont une armée de cybercriminalité qui pollue les réseaux sociaux. Elle se situe où? Oui, ce sont des gens qui sont bien identifiés. Quand on cite leur nom, ils sont bien identifiés. Ils se cachent derrière des faux profils. Ce sont eux qui pondent ce genre de canular. C'est-à-dire qu'il y a une structure mise en place, organisée pour déstabiliser votre parti sur les réseaux sociaux par le régime? Bien sûr, pas seulement notre parti. Vous avez des éléments? Pas seulement notre parti, mais pas seulement notre parti, mais l'opposition. On a les éléments factuels. Quand on prend l'élection présidentielle de 2018, on a vu cette armée cybernétique du régime commencer à influencer l'opinion publique sur le score que le président Paul Biya allait avoir à l'élection présidentielle de 2018. C'était de 71%. Et quelques mois plus tard, il a eu 71%. On a vu ce qui s'est passé avec monsieur avec l'arrestation. On ne va pas citer les noms. On a vu ce qui s'est passé avec l'arrestation de notre héros national, paix à son âme, Anissa Ekane. On a vu ce que certains influenceurs pro-régime ont fait comme campagne de dénigrement sur la place publique. Il y en a qui ont gonflé des accusations du genre qu'on a trouvé des armes et tout ça à son domicile. Pareil pour M. Dukam Tchameni. La situation est allée, c'est-à-dire que c'est empiré lorsque cette armée de cybercriminalité du régime s'est mise en branle. Et on connaît la suite. D'accord. Anissa Ekane a été froidement assassiné par le régime. C'est établi. Par qui? Par le régime. Comment cela? Mais qui l'a arrêté? C'est le gouvernement qui l'avait arrêté. Mais vous avez son certificat de décès. Pour quelle raison on arrête quelqu'un qui est malade et on retire son appareil respiratoire? Quand vous retirez l'appareil respiratoire, de quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, ça veut dire que vous le poussez à la mort. Vous le poussez à la mort. Chaque personne qui est détenue a le droit à un traitement humain. OK? Parce que le Cameroun a ratifié aux conventions internationales, comme le Pacte international de droits civils et politiques, qui permet à ce que chaque détenu soit traité dignement et humainement. Alors, il est impossible, il est inadmissible que quelqu'un soit détenu, il n'est même pas encore condamné, vous lui retirez son appareil respiratoire. Et vous savez que sa vie dépend de cet appareil respiratoire. Comment est-ce que vous appelez cela? C'est un assassinat. Vous permettez d'ouvrir une fenêtre. On regarde, on observe pas ou du moins on observe une timide, si elle existe, mobilisation par exemple autour de la situation de Dukam Tchameni de la part du MRC.
On ne vous sent pas, je veux dire, on vous sent souvent assez incisif quand il faut mobiliser pour défendre, interpeller les pouvoirs publics sur la défense des droits humains, des droits de l'homme, de ce que vous qualifiez de prisonniers politiques chez vous. Mais on ne sent pas cette même mobilisation autour de... Nous avons tous appelé à la libération de M. Djekam Tchamene. Sans plus. Nous avons tous appelé à la libération de M. Djekam Tchamene, qui a certainement un cabinet d'avocats qui travaille pour sa libération. Le MRC aussi a mis ses avocats à contribution pour la libération de nombreux citoyens camerounais qui ont été interpellés et détenus par les forces de maintien de l'ordre pendant la crise post-électorale. À se mobiliser à une marche, à des actions pour réclamer la libération de Djekam Tchamene. Pourquoi nous allons nous mobiliser pour réclamer, à une marche pour réclamer la libération de M. Djekam Tchamene? Est-il militant du MRC? Non. Est-il en coalition? Son parti politique est-il en coalition avec le MRC? Non. Sommes-nous partenaires politiques? Non. Pourquoi voulez-vous qu'on mobilise une marche? Nous avons mobilisé des marches pour nous-mêmes, pour nos militants et pour un certain nombre de griefs qui étaient valables. Par exemple, nous sommes mobilisés pour marcher afin que la crise anglophone connaisse une issue favorable. Ça, c'est une cause noble. Nous sommes mobilisés pour marcher, pour dénoncer les détournements de la CAN. Se mobiliser pour demander la libération d'un citoyen qui est détenu n'est pas moins noble. Non, nous n'allons pas le faire. Pourquoi vouliez-vous que nous le fassions? Il appartient à un autre mouvement politique qui va le faire. Vous le faites soyons francs, monsieur, et honnêtes, monsieur Dipika. Vous n'allez pas quand même demander au MRC, bien sûr nous le faisons à nos soutiens. Vous n'allez pas demander au MRC de se mobiliser pour chaque personne qui va être interpellée au sein de l'opposition. Je pense que c'est aussi ça votre engagement. Non, pourquoi? Nous ne sommes pas là pour mouvoir au gré des uns et des autres par rapport à telle ou telle situation. Nous avons notre stratégie. Ok? Nous avions fait des sorties pendant la période post-électorale de 2018 que nous avions baptisé ces marches de marche blanche. C'était notre plan de résistance nationale. Donc on ne va pas se mobiliser n'importe comment. Parlons du leadership et de la démocratie. Que M. Djekam Tchamene, ses partenaires politiques, les partis politiques avec lesquels il est en coalition, se mobilisent pour demander sa sortie. Mais nous avons exigé sa libération. Parlons du leadership parce que son arrestation et de la démocratie est une arrestation interne arbitraire. Au sein de votre parti, le MRC souffre-t-il d'une trop forte personnalisation autour de Maurice Kamto? Avez-vous le sentiment? Non, du tout, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous ai pris un exemple factuel de la commission que je préside. Il n'y a aucune interférence, aucune mixion de Maurice Kamto dans la gestion des affaires courantes de cette commission. Je sais et je suis témoin qu'au sein, par exemple, de certaines fédérations régionales, au sein des fédérations départementales, communales au niveau de la base, il y a des responsables, des secrétaires régionaux, départementaux, communaux, qui ont pris des décisions administratives pour des cas, par exemple, d'indiscipline de certains de leurs membres, de certains militants de leur fédération. Ça n'a fait l'objet d'aucune interférence de Maurice Kamto ou des membres du directoire. Donc au MRC, chaque personne exerce pleinement la charge qui lui a été confiée au niveau où il se situe. Donc, à partir de cette analyse, je ne vois en aucun moment où Maurice Kamto, sa présence est tellement prédominante au point où il a tout personnalisé. Non, je ne pense pas. C'est toujours sous cet aspect. Les uns et les autres ont les mains libres de travailler normalement. Si quelqu'un n'accomplit pas sereinement sa mission au MRC, qu'il n'accuse pas le fait que Maurice Kamto, sa présence, l'a empêché de le faire. Peut-on imaginer un MRC sans Maurice Kamto? Bien sûr que oui. Nous envisageons un MRC sans Maurice Kamto. C'est tout naturellement une évidence. Nous envisageons un MRC sans Maurice Kamto. Le parti prépare-t-il une nouvelle génération? Parce que, bien sûr, comme je vous ai dit, il n'y a pas que Maurice Kamto qui peut gérer le MRC, mais en l'état actuel de la situation, nous avons besoin de Maurice Kamto pour un certain nombre de choses qui nous sont propres.
et d'objectifs à atteindre. Nous avons besoin de Maurice Kamto. Pour le simple fait que son mandat qu'on lui a confié le 9 décembre 2023 est encore en cours. Il doit le terminer. Nous avons besoin de lui pour un certain nombre de restructuration du parti, de restauration du parti, de remobilisation des troupes, d'orientation, de son expérience. Mais nous envisageons également un MRC sans Maurice Kamto. Nous avons des gens en capacité de diriger le MRC. Moi-même qui suis devant vous, je suis en capacité un jour de diriger le MRC. Bibou Nissar est en capacité de diriger le MRC. Massoma Christian, le régional littoral 1, est en capacité de diriger le MRC. Vous comprenez? Nous sommes nombreux à être en capacité de diriger le MRC. Le moment venu, on passera aux élections, comme c'est le cas, cela est inscrit dans notre règlement intérieur. Lorsque Maurice Kamto a été absent du MRC pendant la période où il est allé au Manidem pour présenter sa candidature, le parti n'était pas mort. Le parti a continué à fonctionner normalement. Nous avons posé des actes que nous avons assumés et que nous continuons d'assumer. Il y a un président qui était là, le premier vice-président, qui assurait son intérim. Le parti se portait bien. Donc je pense que le MRC peut fonctionner sans Maurice Kamto. Mais pour aujourd'hui, pour l'instant, nous avons besoin de Maurice Kamto. Que répondez-vous à ceux qui pensent que MRC supporte difficilement la contradiction interne? Bon, c'est leur opinion, c'est leur droit. C'est leur droit, on ne peut pas refuser ce droit à qui que ce soit. Ils ont leur ressenti. Et c'est tout naturellement quelque chose qu'on accepte. On ne va pas empêcher aux uns et aux autres de penser ce qu'ils veulent penser. Mais je pense que ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai. Alors, votre vice-président, Mamadou Mouta, a donné une conférence de presse ce jeudi. L'une des grandes annonces, c'est le retour du MRC aux élections prochaines, du moins à toutes les élections. Le président a décalé quelques-unes, notamment les élections locales. Alors, le MRC annonce donc ce retour aux élections alors que les réformes électorales réclamées depuis des années n'ont toujours pas été obtenues. Pourquoi ce changement de stratégie? Monsieur Dipeta Tongo, le MRC n'a pas été créé avec pour vocation de boycotter les élections. Personne ne l'y a obligé non plus. Hein? Non. Le MRC n'a pas été créé avec pour vocation de boycotter les élections dans notre pays. Et il y a eu une situation, un cas de figure où nous avons boycotté un double scrutin législatif et municipal, celui du 9 février 2020. C'est un fait et nous l'assumons. Nous savons que dans l'histoire politique de notre pays, nous ne sommes pas le seul parti politique qui l'a fait. Le SDF l'a fait, l'UPC l'a fait dans les années 50. Donc, il peut arriver à un moment donné de l'histoire ou de la marche d'un parti politique de poser des actes pareils. Et nous ne regrettons jamais cet acte qui a été posé. Nous l'avons toujours assumé. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'aller à ces élections. Parce que, voyez-vous, monsieur Dipita, nous pensions à l'époque qu'en posant ce type d'acte, vous vous souvenez quand même qu'en ce moment-là, pendant cette époque-là, le MRC était le parti qui rassemblait presque toute c'est-à-dire que la majeure partie des citoyens camerounais fédérait, autant pour moi, la majeure partie des citoyens camerounais, que ce soit les gens qui sont les acteurs de la société civile, l'opposition. Vous voulez savoir vos statistiques, bien sûr. Donc, on fédérait beaucoup, comme on continue à fédérer, mais nous avons choisi de ne pas aller à cette élection. C'était une décision difficile à prendre. Mais nous avons posé cet acte comme étant notre participation pour amener le gouvernement camerounais à accélérer la résolution de la crise anglophone. Ce qui n'est toujours pas fait. Ce qui n'est toujours pas fait. Et vous n'allez donc pas nous demander de continuer à boycotter. Nous avons sacrifié notre participation à cette élection pour cet espoir-là qui n'a pas été réalisé, pour cet objectif qui n'a pas été atteint. Et vous n'allez pas nous demander de faire la même chose. Non, nous irons aux prochaines élections. Et il y a une autre chose que je vais évoquer ici. Je connais certains amis qui sont des amis et frères et sœurs qui sont des hauts cadres de
certaines formations politiques d'opposition qui ne cessent de me poser la question de savoir est-ce que cette fois-ci le MRC ira encore aux élections? Oui, que ça est-ce que crée un pas... doute. Non, je vous dis, c'est malicieux. Je vais vous expliquer pourquoi ils posent la question. Ils le font parce que, pour la plupart de ces partis que je ne vais pas citer ici, ils n'ont eu la chance d'avoir des élus que par la non-participation de MRC aux élections de 2020. Et donc, ils estiment que, en nous poussant à une certaine sorte d'orgueil qui va nous amener à, une fois de plus, boycotter les prochaines élections, ils auront la chance de glaner encore quelques postes électifs. Mais non, l'autre lecture est aussi de dire que les gens vous ont pris au mot. Je suis désolé de leur annoncer que le MRC va débrancher leur joie. Nous allons participer aux prochaines élections législatives et municipales et qu'ils s'attendent à ce que les sièges qu'ils ont glanés, en l'absence du MRC, ils ne les auront plus. On va tous les ravir. C'est une lecture. L'autre lecture pourrait également être de dire qu'ils ont pris le MRC au mot, ils ont pris tout le sérieux qu'ils connaissent au parti. Ils se sont dit, le MRC ira, et c'est... Non, ils ne nous prennent pas au mot, parce que si nous prenons au mot, ils devraient respecter ce pourquoi on a pris cet acte-là, on a posé cet acte de boycott. D'autant plus qu'ils ne le font pas. Ils se moquent plutôt de nous qu'en 14 ans d'existence, nous n'avons pas de lu. OK? Donc, ça veut dire que c'est de façon malicieuse qu'ils font semblant de vouloir nous prendre au mot par rapport au boycott que nous avons fait. Et donc, l'oiseau a vu le caillou et il s'est envolé. Avec le recul, le boycott était-il une erreur politique? Non. Le boycott n'était pas une erreur politique. Nous l'assumons. C'est ce qu'il fallait faire en ce moment précis. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, c'est la postérité qui nous dira, les générations futures, si nous avions eu raison ou tort de le faire. Mais nous, en tant que cadres militants et sympathisants de MRC, nous sommes solidaires à cette décision-là. Alors, comment expliquer à ceux qui vous ont crié hier, s'agissant des raisons de boycott, comment leur expliquer qu'aujourd'hui, ces raisons n'ont pas été, du moins, les problèmes n'ont pas été résolus et que vous y retournez quand même, vous allez y participer? Oui, parce que participer aux élections, comme je vous ai dit, participer aux élections locales ou présidentielles fait partie des objectifs du MRC en tant que parti politique et de tous les partis politiques, parce que même la loi fondamentale de notre pays dit que les partis politiques concourent à une partie ou à toute partie du pouvoir, à la prise du pouvoir. C'est légitime. C'est un objectif qui est légitime. Donc, ce n'est pas un avis que nous émettons. Il est normal qu'en tant que parti politique, on participe à tous. Par contre, la décision de boycotter est une situation malheureuse qui ne peut être considérée comme étant la règle. C'est une exception. C'est une exception. L'absence des élus nationaux depuis 2020 a-t-elle affaibli cette absence le poids politique de votre parti politique? Je ne pense pas. Vous vous sentez légitime? Où nous avons une légitimité populaire. Il suffit de... Okay, mais qui s'obtient par les urnes, la légitimité populaire? Non, voilà donc là où il y a le problème, monsieur Dipita. Voilà donc là où il y a le problème. En démocratie, y a-t-il un autre moyen pour évaluer la légitimité populaire? Nous n'avons pas participé. Pourquoi vous voulez donc évaluer notre légitimité populaire alors que nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale ou bien dans le commune? Nous avons une légitimité populaire de par les actes que nous posons en tant que parti politique, des actes de mobilisation. Vous avez vu les meetings du MRC, vous avez vu le super meeting que nous avons tenu ici à Douala pour l'installation du bureau régional dont je faisais partie à l'époque, en décembre 2022. Le giga meeting qui a eu lieu ici, malgré qu'on nous a envoyé à Japoma en plein brousse, mais nous avons mobilisé des dizaines de milliers de citoyens camerounais qui sont venus assister à ce meeting. Vous avez vu le meeting de Bafoussam, où on nous a envoyé également en brousse, mais on a mobilisé. Vous avez vu le meeting de Konsamba, vous avez vu le meeting de Yaoundé pour l'installation du bureau régional qui avait été élu à Yaoundé, du centre 1. Donc, le MSA sont des rendez-vous de mobilisation qui sont des illustrations parfaites de sa capacité à fédérer les Camerounais autour de ses idéaux. Nous avons eu par exemple la convention nationale qui s'est tenue au palais de congrès entre le 9 et le 10 décembre 2023, qui était un grand rendez-vous de mobilisation.
des militants partaient des 4 coins du Cameroun et de la diaspora pour participer à ce grand rendez-vous. Ça a été une situation, un événement inédit qui est resté dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Donc, à partir de ce type d'événement, d'actes posés par le parti, on est en droit de dire que le MRC continue à mobiliser, à fédérer autour de ses objectifs. En 2025, les soutiens du pouvoir et quelques experts disaient le MRC n'a pas d'élu, donc il ne pourra pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le MRC a initié le débat autour du mandat impératif, sous-entendu que les transfuges et autres, ou du moins, pouvaient lui permettre d'être candidat, ou du moins son candidat à son parti, au parti d'avoir un candidat. Après, on a vu le président national faire donc la démarche vers le Manidem. Le Conseil constitutionnel a rappelé votre parti que ce n'était pas possible donc de recevoir la candidature, du moins au Manidem, de recevoir la candidature de Maurice Kamto au regard de tout cela. Pourriez-vous dire aujourd'hui que le MRC a véritablement tiré toutes les leçons de ces stratégies mises en œuvre en 2025? La première chose que je vais dire, c'est que le MRC n'a pas échoué. Notre stratégie n'a pas échoué. Mais nous déplorons une situation malheureuse qui a eu lieu. L'élimination illégale, illégitime, sauvage et barbare de la candidature de Maurice Kamto peut être assimilée à un assassinat de sa candidature. Le MRC a été victime de l'assassinat de la candidature de son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous ne pouvez pas, quand je me souviens des paroles de Ernest Ouandi en 1971, quelques minutes avant son assassinat. Je vais le paraphraser ou le citer. Bon, je vais le citer. Il a dit, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Dites à mes enfants que je n'ai pas trahi. On ne peut pas dire qu'une stratégie a échoué lorsqu'il y a assassinat. C'est une situation malheureuse. On ne peut pas, en tant que citoyen normal, normalement constitué, prévoir que l'adversaire politique va arriver au point d'assassiner un candidat ou d'assassiner la candidature d'un candidat en utilisant tous les moyens possibles et à tous les prix. Donc la stratégie de MRC n'a pas échoué pour cette élection présidentielle. Quelle est aujourd'hui la principale priorité de votre parti? Reconstruire son unité interne, préparer les élections à venir ou poursuivre les contestations du processus électoral en 2025, de 2025? Le tout à la fois. Je commence par la dernière, les contestations de 2025. Vous savez que nous avons porté devant les instances juridiques de notre pays les manquements de l'ECAM, Conseil constitutionnel, et un certain nombre d'acteurs qui étaient partie prenante à cette élection. Nous n'allons pas abandonner ces procédures qui sont devant les juridictions de notre pays, pour la simple raison que la justice doit suivre son cours jusqu'à ce que la vérité soit connue de tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, notre objectif aujourd'hui, c'est de remobiliser les militants, nos militants et sympathisants en vue de la préparation de notre participation aux élections municipales et législatives à venir. C'est notre objectif principal aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas de têtes qui seront coupées. Nous sommes tous focalisés vers cet objectif-là, la remobilisation des troupes, la restauration d'un climat favorable
à l'émergence du parti. Donc voilà ce que nous avons à faire aujourd'hui. Déjà 14 ans que Maurice Kamto est à la tête du MRC, avec un bilan en termes d'élu tout au moins maigre, si on peut le dire ainsi. N'est-il pas temps d'essayer un autre leader? Une fois de plus, je dis ça, c'est votre évaluation à vous. Vous estimez que le bilan de Maurice Kamto est un bilan maigre. Moi, je vais vous opposer... Un député depuis l'existence du parti. Je vais vous opposer quelques donc... conseillers municipaux. Voilà, je vais donc vous opposer des arguments contraires. D'accord. Je vais commencer par dire que le passage de Maurice Kamto à la tête du MRC a été plus que salutaire pour notre parti et pour notre nation. Maurice Kamto a réussi à ressortir ou à démasquer le visage hideux du régime en place qui nous dirige depuis 44 ans bientôt. Et à démontrer que ils ne se maintiennent au pouvoir que par la force et à tous les prix. Et ça dit qu'avant 2012, le SIF, l'UDC, tous les partis qui ont mené la contestation, les villes mortes dans les années 90, les partis qui ont boycotté les élections des années 96, ça c'est la première. Et ainsi de suite. Ça c'est la première réponse que j'arrive. Je vais donner d'autres éléments factuels. Ça c'est la première réponse que je vais donner à ça. Donc il a réussi à ressortir le visage hideux du régime et à démontrer que ce régime n'est là que par la force et non pas un autre mode opératoire. La force. Le hold-up électoral. Il a démontré ce hold-up électoral, que ce soit au niveau local et au niveau aussi international. Alors, la deuxième chose, c'est que Maurice Kamto a réussi à créer une conscience politique qui est devenue une véritable arme capable de renverser le régime de Yaoundé. Si nous allons dans une élection crédible, libre et transparente. La conscience politique que Maurice Kamto a créée est en capacité de battre ce régime si les règles du jeu sont respectées et républicaines. Donc voilà aussi un exploit que Maurice Kamto a eu dans son bilan politique. Et il a fortement impacté le réveil et amené beaucoup de nombreux citoyens à s'intéresser à la chose politique. Donc moi je pense que son bilan est plutôt élogieux. Donc pour vous, il a posé des bases, des jalons. Pour vous, et Emmanuel, il appartient maintenant à la postérité que nous incarnons et aux générations futures de capitaliser ces acquis qu'il nous a donnés. Pierre-Emmanuel, pour aller à l'assaut du pouvoir. Pour vous, les Camerounais qui ont mené les villes mortes dans les années 91, n'avaient-ils pas une conscience politique mature? Ils ont posé aussi leurs jalons. Maurice Kamto a continué. Chacun impacte sa génération, son époque. Ni John Fundi a impacté son époque, avant même ni John Fundi. Oumiobe, Wandi, les autres, et puis ont impacté leur époque. Parlons de avant même les Oumiobe, pendant les luttes contre la pénétration allemande au Cameroun, la résistance contre la pénétration allemande, on a des compatriotes qui ont posé les actes. Ils ont posé les jalons, Rudolf Douala Mangabel, Ngosodine, et puis les autres. Parlons de la gouvernance du Cameroun et de la vision de votre parti. Le MRC se présente comme une alternative au régime. Quelle est aujourd'hui sa vision concrète du Cameroun pour les 10 prochaines années, au-delà de la contestation du pouvoir en place? Comment est-ce que votre parti, si jamais il prend les rênes du pays, envisage-t-il accélérer le développement, relancer l'économie, lutter contre le chômage, bref, tous les indices qui peuvent permettre au Cameroun de sortir de cette mauvaise passe? Je vais vous démontrer, M. Dipeta Tongo, et à tous ceux qui nous suivent, que le MRC n'est pas qu'un parti de contestation. D'accord. Nous avons un programme de gouvernance qui est très bien énoncé et dont les objectifs sont clairement chiffrés. Nous allons, s'il arrive que nous arrivons au pouvoir, même demain matin,
Voici ce que le MRC va rapidement mettre en place comme mesure pour sortir le Cameroun du chaos dans lequel il se trouve actuellement. Par exemple, au niveau au plan politique et institutionnel, nous allons mener certaines réformes. Et la première réforme va consister à adopter le fédéralisme. Nous allons faire une consultation à travers un référendum. Et le référendum va nous amener certainement, parce que c'est le vœu de la plupart des citoyens camerounais, à aboutir à un système fédéral. Nous allons mettre sur pied le fédéralisme. Ça, c'est la première réforme politique que nous allons mettre en place. La deuxième réforme politique que nous allons mettre en place va constituer à faire la modification du code électoral. Parce que les crises post-électorales ont, pour la plupart, été à l'origine de la paralysie économique de notre pays. On se souvient qu'en 1991-92, l'économie de Cameroun a été paralysée pendant 8 mois à cause des villes mortes. On se souvient qu'en 2019, pendant les marches blanches du MRC pour la revendication de la victoire de Maurice Kamto, l'économie du pays a été paralysée. Je me souviens, 22 septembre 2020, peut-être 2 semaines ou 2 semaines avant et 2 semaines après, l'économie de Douala a été paralysée complètement, toutes les boutiques étaient fermées. Et ce qui s'est passé récemment en 2025, dont les crises post-électorales sont capables de tuer notre économie. Nous allons rapidement, une fois au pouvoir, modifier le code électoral. On va mettre sur pied certaines réformes, comme par exemple la limitation du mandat présidentiel à 1 tour. On va mettre sur pied le vote à 2 tours, le bulletin unique, ramener l'âge de la majorité à 18 ans, parce que vous ne pouvez pas être pénalement responsable devant la loi à 18 ans et on vous empêche de voter à 18 ans. Mandat présidentiel, limitation à 5 ou 7 ans? Nous sommes pour 5 ans. D'accord. Nous sommes pour 5 ans. Et donc, pourquoi rapidement le fédéralisme? Parce que c'est une forme de gouvernance qui va résoudre la crise anglophone. Parce que l'une des mesures que nous allons prendre... MRC s'exprime clairement, définitivement sur la question de la forme de l'État. Ce n'était pas le cas avant. Bien sûr, non, nous avons toujours été pour le fédéralisme. Ce n'est pas le cas Et avant. donc, nous allons accélérer le processus de résolution de la crise anglophone à travers la mise sur pied du fédéralisme. Parce que c'est ce que la plupart de ceux qui revendiquent, les séparatistes, revendiquent. C'est ce que la plupart des séparatistes revendiquent, le fédéralisme. Nous allons mettre sur pied ce fédéralisme. Maintenant, toujours au niveau des réformes politiques et institutionnelles, nous allons toucher la justice. Nous allons faire un rééquilibrage, mettre sur pied les mécanismes qui vont rééquilibrer le pouvoir entre l'exécutif et le Parlement, de telle sorte que les parlementaires puissent mener des enquêtes sans aucune interférence de l'exécutif, dans la pratique. Et c'est ce qui est le cas actuellement. Nous allons travailler là-dessus. Toujours au niveau de la justice, parce que vous savez qu'il n'existe pas de... La justice camerounaise ne rassure plus le peuple, la population. La justice camerounaise ne fait pas son travail. Il n'existe pas d'état de droit dans notre pays. Et à cet effet, nous allons... l'une des réformes que nous allons mettre en place, c'est permettre à ce que le premier président de la Cour suprême soit celui qui va désormais présider le Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne sera plus le président de la République qui va le faire. Ça fait que régulièrement, de façon régulière, ça sera même trimestriellement, le Conseil supérieur de la magistrature va se tenir. Et puis les magistrats de siège, leurs actes passeront en revue. Et ça va permettre à ce que nous allons réguler un certain nombre de choses au sein de l'appareil judiciaire de notre pays. Ça, ce sont les réformes politiques et institutionnelles. On a aussi les réformes économiques. Au plan économique, nous prévoyons atteindre un taux de croissance de 6,5% dès notre première année de mandat. Ça, c'est notre objectif, 6,5%. Et nous avons pour objectif d'atteindre un taux à 2 chiffres à la fin de notre mandat. Et comment nous allons y arriver? Nous allons mettre sur pied un plan que nous appelons un plan de développement économique. C'est-à-dire nous allons accélérer le niveau de la production et de la productivité dans tous les secteurs de l'activité économique. J'arrive. Nous allons accélérer le niveau
de la production et de la productivité dans tous les secteurs de l'activité économique. Par exemple, sur le secteur énergétique, vous savez que Maurice Kamto avait annoncé qu'il devait ramener le prix du carburant à la pompe à 480 francs CFA. Puisque nous savons que le prix officiel, selon le rapport de la Caisse nationale de stabilisation des prix des produits pétroliers, est de 369 francs rendus au port autonome de Douala, c'est-à-dire le prix de revient du carburant à la pompe, c'est de 369 francs. Pourquoi ça arrive à 840 francs? Parce qu'il y a une panoplie de taxes qui sont ajoutées sur ce prix de revient. Et nous, nous sommes engagés à ramener ça, le prix de revient auprès des usagers à 480 francs. C'est parce que nous aurons la possibilité de le faire. Nous allons également mener des réformes au niveau budgétaire, autant pour moi, et au niveau budgétaire. Et nous allons, par exemple, de la fiscalité. Nous avons pour objectif que sur un mandat présidentiel, nous allons progressivement ramener le taux d'imposition des sociétés de 35% à 25%. Parce que les pays qui sont orientés vers le développement, comme la Côte d'Ivoire, ont un taux moyen d'imposition qui tourne autour de 26,78%. Et donc le Cameroun peut arriver à 25% de taux d'imposition. Voilà des réformes que nous allons amener, que nous allons mener autant pour moi sur le plan institutionnel, politique et sur le plan économique. Par exemple, si je prends le cas du secteur agricole, je vais vous... en un mot, parce qu'on a encore deux questions, le temps vous me tient la gorge. Oui. Au niveau, par exemple, du budget d'investissement public, qui est actuellement de 22,8%, nous comptons que si nous sommes au pouvoir, nous allons le ramener en un mandat présidentiel à 60%. Comment? À 60%. Parce que les pays, c'est l'indicateur des pays qui sont orientés vers le développement et l'émergence. D'accord. À 22, comment est-ce que vous pouvez avoir un budget d'investissement public à 22,8%? Ça veut dire que vous ne voulez pas construire les infrastructures. Encore deux questions. Ça veut dire que vous ne voulez pas développer le pays. Vous ne voulez pas construire les routes. Et encore plus que ce budget d'investissement public n'est pas souvent réalisé à 100%. Pour le cas du Cameroun, c'est souvent réalisé autour de 75 à 80%. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Le tribalisme est devenu l'une des principales préoccupations du débat public. Le MRC estime-t-il que ce phénomène est instrumentalisé par les acteurs politiques ou constitue-t-il une menace réelle pour l'unité nationale? Le tribalisme est une fabrique du régime de Yaoundé qui se sert de ça pour se maintenir le plus longtemps possible au Cameroun, au pouvoir, autant pour moi, et continuer à diviser les Camerounais. Naturellement et de façon ontologique, les Camerounais ne se sont jamais opposés les uns et les autres sous le prisme tribal. Nous avons toujours vécu ensemble. Donc le régime se sert de ça. C'est le régime en place qui se sert de ce tribalisme. Ils ont légiféré. Nous ne sommes pas aux affaires. Eux-mêmes ont légiféré pour punir les actes de tribalisme. Mais combien de cas nous connaissons d'actes de tribalisme qui ont été punis et sus auprès de l'opinion publique? Nous voyons certains acteurs de premier plan au sein du gouvernement qui alimentent des propos tribalistes, la haine tribale, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les médias classiques, ainsi de suite, au quotidien, et même d'autres acteurs de l'opposition. Mais ils ne sont jamais inquiétés ni punis. On voit des chaînes de télévision qui ont fait, pour ligne éditoriale le tribalisme depuis des années. Ces chaînes de télévision, ni leurs journalistes, ni leurs responsables n'ont jamais été, pour la plupart du temps, l'objet de convocations auprès du Conseil national de la communication. Vous comprenez? Par contre, si c'est un député Tongo, mon frère, qui par hasard, sur un de ses plateaux, quelqu'un dit un mot déplacé, le tribalisme, le lendemain, monsieur le député Tongo sera convoqué devant le CNC. Une menace réelle. Donc, pour vous comprenez que le régime laisse impunément cette situation polluée parce que ça leur s'arrange. Le tribalisme est-il une menace réelle pour l'unité nationale? Oui, c'est une menace réelle à prendre très au sérieux. Oumyobé l'avait d'ailleurs vu. Il avait annoncé dans un de ses manifestes en attirant l'attention des citoyens camerounais de ne jamais se laisser embarquer par ce fléau qui n'aura pour objectif que de détruire l'unité nationale que nous voulons construire et l'intégration nationale. Nous sommes appelés aujourd'hui à sortir des considérations tribales. Nous sommes aujourd'hui appelés, si nous voulons vraiment construire une conscience nationale, devenir une nation, si nous voulons devenir une république,
nous sommes appelés à quitter de la maison, à quitter de la tribu, pour nous affirmer comme étant une nation. Pour observer les lois que cette nation va se doter elle-même. Le MRC a souvent été accusé par ses adversaires politiques d'être identifié à une communauté particulière. Comment le parti entend-il convaincre qu'il porte un projet véritablement national ou non communautaire? Ce sont des accusations. Et vous savez le régime a toujours tiré sur le MRC. C'est le régime de Yaoundé, c'est le gouvernement qui a commencé à taxer le MRC de parti communautaire. Il n'y a pas que le MRC. Avant le MRC, ils ont tué l'UPC en taxant l'UPC d'un parti communautaire, en l'occurrence un parti de Bassa, alors qu'originalement l'UPC n'a jamais été un parti de Bassa. Les Bamlékés étaient majoritaires dans l'UPC. Il se pourrait qu'à un moment donné de l'histoire de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un Bassa ait présidé à la destinée de cette organisation politique. Mais par la suite, il y a eu d'autres, des gens ressortissants d'autres tribus qui ont présidé à ça. Alors, la stratégie du régime, c'était de tuer l'UPC en les taxant de partis communautaires. Même le SDF, à un moment donné, a été taxé de parti des Grassfield. Vous êtes censé le savoir, M. Dipita Tongo. Le SDF a été accusé d'être un parti de Grassfield en disant que les anglophones sont aussi des Bamlékés. Alors, c'est un secret de polichinelle si aujourd'hui le MRC est taxé de parti communautaire. Mais cela n'est pas la réalité. Quand vous regardez par exemple le directoire national du MRC, le présidium du parti, vous constatez que au sein du présidium du parti et du directoire national, on retrouve tous les ressortissants de presque tous les grands groupes ethniques de notre pays. Ok? Donc, si la figure de proue du parti est dirigée par les gens ressortissants de toutes les tribus, cela démontre à quel point ce parti est ouvert. Et au niveau de l'implantation, le MRC est implanté dans les 10 régions administratives du Cameroun. Pour terminer, vous direz un mot sur la loi adoptant une vice-présidence au Cameroun. Vous direz un mot sur le report de la prorogation des mandats des élus locaux notamment. Et pour terminer en plus, vous direz... Bon, déjà, allez-y pour les deux, là, on reviendra sur la dernière. À propos de la vice-présidence, le MRC, vous connaissez notre position, nous avons été opposés à cela parce que nous estimons que, au vu du cahier de charges qui a été confié au vice-président, il n'est en rien différent au cahier de charges de l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous estimons que c'est une loi liberticide qui ne respecte pas la constitution de notre pays. C'est une violation flagrante de la constitution, autant pour moi, parce qu'il y a une disposition de cette loi de la vice-présidence qui stipule clairement qu'il peut continuer le mandat du président en cas de vacances du président de la République. Il peut continuer à assumer son mandat jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous imaginez, M. Dipita Tongo, qu'un citoyen qui n'est pas élu, qui ne bénéficie pas de la légitimité populaire, puisse diriger tout un pays pendant le temps d'un mandat présidentiel, si cela est appelé à être, si cela était arrivé. Donc, sur le mandat des élus, nous sommes opposés fermement à cette loi-là, de la vice-présidence. Sur le mandat de la prorogation du mandat des élus. Vous savez que le MRC également a saisi le Conseil constitutionnel pour démontrer que le Conseil constitutionnel a violé la loi, en l'occurrence la disposition de l'article 170 du Code électoral, qui dit clairement qu'il n'y a pas de rétroactivité dans la loi électorale. Donc on ne peut pas mettre en application la loi d'avril qui a été votée sur la prorogation du mandat des députés actuels et des conseillers municipaux actuels. Ce mandat a été échu à partir du 31 mai 2026. Et donc tous les actes que les exécutifs communaux continuent à poser aujourd'hui, les maires, leurs adjoints et tout ce monde-là, sont des actes illégaux. À un moment, le moment viendra où ils seront appelés à rendre compte devant la justice camerounaise de ces actes qu'ils ont posés. Ça, c'est la position officielle du MRC. Vous serez le parti de la chasse aux sorcières une fois au pouvoir?
Non, nous ne ferons aucunement la chasse aux sorcières. Pourquoi nous faisons? Pour terminer, le président a été réélu, donc Paul Biya, en 2025, octobre, à l'issue du scrutin de 2025. Il a prêté serment le 6 novembre de la même année. Et jusqu'en juin 2026, il n'y a pas de gouvernement. Vous estimez que cette situation-là a un impact négatif sur la gouvernance, sur la marge du pays? Oui, en effet. En effet, ça a un impact négatif. Parce que le gouvernement a une mission. C'est celle de développer un pays. C'est la mission du gouvernement. Et un pays qui traverse des moments comme le Cameroun, un pays qui a une dette qui est évaluée aujourd'hui à 44% de son PIB, pour un montant de plus de 15 000 milliards, et qui s'apprête à prendre encore un prêt auprès des bailleurs de fonds, un crédit auprès des bailleurs de fonds à hauteur de plus de 6 000 milliards, qui va ramener l'encours de son endettement ou l'enveloppe de son endettement autour de pratiquement 52,5 à 53% du PIB, inquiète. Ne pas avoir un gouvernement nouveau, avec des acteurs qui viennent avec des nouveaux souffles, pour impulser le développement, pour exécuter les chantiers qui sont lancés par le président qui est aux affaires, cela inquiète au plus haut niveau. Merci, Pierre-Emmanuel. Cela inquiète au plus haut niveau. Merci infiniment, Monsieur le Président de la Commission ad hoc, de clarification et de restauration au sein du MRC, le secrétaire général adjoint par ailleurs. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, évidemment, pour la gouverne de nos nombreux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité une fois de plus, Monsieur Dipita Tongo. Nous avons accepté volontiers de répondre présent à cette invitation pour le simple fait que le MRC reste transparent dans sa gestion, la gestion interne de ses affaires. Le MRC reste transparent et sait qu'il doit rendre compte au peuple camerounais qui le soutient et qui l'a toujours soutenu. Raison pour laquelle nous avons accepté cette invitation. Et merci également pour avoir eu cette idée de nous inviter. C'est bien de le dire. Vous signez ainsi votre retour d'ailleurs sur notre antenne. Quelques-uns de vos camarades bien avant. Mais bon, c'est un autre épisode. Merci à vos chers amis téléspectateurs d'avoir regardé cette autre édition de Entretien avec. Bonsoir et à jeudi prochain.